l'invité de la matinale. KTO Radio. Et on reçoit ce matin l'archevêque de Dijon dans l'invité de la matinale, Monseigneur Antoine Hérouard depuis Lourdes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio en cette semaine d'Assemblée plénière des évêques de France. Ce n'est pas votre qualité d'archevêque de Dijon qui nous intéresse ce matin, mais bien celle de vice-président de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, la COMECE, pour parler de la position notamment des évêques européens face à la crise ukrainienne. Le risque d'une extension de la guerre en Europe au-delà de l'Ukraine a été clairement évoqué par le président Emmanuel Macron il y a un mois, suivi d'annonces, y compris au niveau de la Commission européenne, de plans de réarmement. En tant qu'auditeur, en tant que catholique français, comment se situer face à ce risque croissant ? Écoutez, on a eu donc notre assemblée plénière il y a une semaine maintenant, près de Rome. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre de hauts responsables du Vatican. Je pense au cardinal Parolin, le secrétaire d'État, à Monseigneur Gallagher, qui est le secrétaire pour les relations avec les États, l'équivalent, on va dire, du ministre des Affaires étrangères. Et puis aussi un certain nombre de responsables politiques italiens. Donc de ce qui ressort là, on voit quand même qu'il y a une grande inquiétude chez les différents responsables que nous avons entendus et qui se disent que le risque de guerre générale, disons, avec la Russie n'est pas à exclure. Voilà, donc c'est ça qui est quand même un tableau important. Dans la COMECE, pour un certain nombre de conférences épiscopales, cette question de la défense, cette question du réarmement, cette question des risques de guerre est aujourd'hui une question tout à fait primordiale. Évidemment, nous, en France, et puis peut-être aussi des pays comme l'Espagne ou l'Italie, on peut se dire on est un peu plus loin du front de l'Ukraine, on n'est pas directement visé et voilà, on est moins concerné en première ligne. Mais je pense que dire cela, c'est un peu un faux calcul parce que ce que tout le monde souligne aujourd'hui, c'est que derrière la guerre en Ukraine, il y a la volonté de reconstruire un empire russe qui peut s'étendre et qui peut aussi attaquer, même si c'est pas forcément militairement, d'autres pays. On voit bien aussi que disons ce qu'on appelle la guerre hybride touche aussi des pays comme le nôtre. Et qu'à travers cela, la Russie non seulement envoie des messages, mais cherche aussi à désorganiser les pays occidentaux et à détruire l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, de très important à avoir en tête. L'arrêt des combats est encore discuté entre l'administration Trump, Vladimir Poutine et les Ukrainiens. Faut-il arrêter les combats coûte que coûte ? On voit bien que, alors peut-être qu'il y avait, je sais pas, une pointe un petit peu de naïveté du côté des Américains ou un désir un peu bravage de dire qu'en quelques jours, on allait arrêter les combats. Il y a des propositions qui ont été faites, il y a des propositions qui ont été acceptées par le côté ukrainien. Et en même temps, on voit qu'à chaque fois, la Russie dit oui, qu'ils sont d'accord sur le principe, mais qu'ils vont renchérir avec telle ou telle condition qui, évidemment, ne seront pas acceptables, ni pour l'Ukraine, ni pour les pays occidentaux. Donc, à ce jour, les choses sont un peu bloquées quand même. Quelles conditions vous paraissent primordiales à l'instauration de la paix en Ukraine ? Je pense qu'on peut se rappeler, c'est une phrase qu'avait dite en son temps Jean-Paul II, hein, il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans respect des droits des personnes. Et donc, c'est ça qui doit pouvoir être l'objet. Donc, il ne s'agit pas d'être belliciste, il ne s'agit pas de vouloir attaquer qui que ce soit. Et encore une fois, les pays européens n'ont aucune envie, malgré ce que peut dire la propagande russe, d'attaquer la Russie. C'est un peu on en est à retourner finalement les responsabilités et à dire que cette guerre en Ukraine, c'est la faute des pays
pays occidentaux et la faute de l'Ukraine qui aurait malmené la Russie. Non, il y a un pays agresseur, il y a un pays agressé. Et il faut le dire assez clairement. Mais justement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accusé par Donald Trump d'être un dictateur sans élection. La Russie parle d'éradication du nazisme pour légitimer son agression. Comment faire valoir la justice quand certaines vérités sont ainsi inversées? Eh ben voilà, donc je pense que c'est aussi ne pas accepter ce narratif-là. Parce qu'on voit bien que les accusations que Donald Trump a prononcées à l'encontre du président ukrainien étaient simplement une pure reprise de la propagande russe. C'est ce que disent les Russes depuis le départ. C'est pas vrai. Le président Zelensky a été élu tout à fait démocratiquement. Alors, ce qui est vrai, c'est que son mandat est arrivé à échéance, mais que dans un pays en guerre avec une partie occupée, je ne vois pas comment on peut un scrutin à l'heure actuelle. Donc, ce qui a été l'engagement des autorités ukrainiennes sur cette question, c'est de dire le jour où il y aura un vrai cessez-le-feu qui tiendra, on se donnera un délai d'à peu près 6 mois pour réorganiser les choses et faire que les partis politiques puissent porter campagne. Après, c'est quand même un petit peu... je trouve un peu étonnant de voir que c'est la Russie de M. Poutine qui essaie de donner des leçons de démocratie. On ne peut pas dire que ce pays soit vraiment démocratique. Sur l'aspect des armes, maintenant, Monseigneur Hérouard, vous l'avez dit, l'ensemble des évêques européens de la Comessée se sont rassemblés la semaine dernière en banlieue de Rome. Quelle est la position de votre commission sur les annonces de réarmement des pays européens ? Alors, c'est sûr que, par définition, l'Église ne cherche pas à promouvoir le commerce des armes et le développement des armes. Ça, je veux dire, comme position de principe, tout le monde peut le comprendre. Une fois ceci posé, eh bien, on reconnaît aussi le droit à se défendre contre un agresseur. Et donc, devant cette perspective-là, il n'est pas absurde de dire aussi qu'un certain nombre de pays doivent agir davantage pour se protéger. Alors là-dessus, il y a la question aussi de l'armement américain sur lequel nombre de pays européens se sont appuyés pendant des décennies. Et aujourd'hui, le gouvernement américain et M. Trump disent qu'il faut que chacun paye sa part. Donc, ceci n'est pas complètement absurde. On est dans une part, on va dire, de rattrapage. Mais ce que nous avons voulu aussi souligner, et dans la déclaration finale, ça ressort très clairement, c'est que la course aux armements n'est pas un but en soi, et que ça ne doit pas non plus occulter d'autres perspectives qui sont très importantes dans l'équilibre mondial et qui sont la solidarité nécessaire avec les pays les plus pauvres, l'aide au développement, etc. Donc tout cela doit aussi pouvoir se poursuivre, contrairement à ce que semblent indiquer les décisions du gouvernement américain. Et on rappelle aussi que le pape François, dans cette année du jubilé, a rappelé aussi que même si on mettait en jeu une part extrêmement modeste des dépenses qui ont trait à l'armement pour la lutte contre la faim dans le monde, sans doute on arriverait à des résultats tout à fait importants. Voilà. Il a dit, le pape François d'ailleurs, dans une lettre qu'il a donnée à un journal italien, un grand quotidien italien, le 18 mars dernier, alors qu'il était encore hospitalisé. C'était une lettre qui était nommée « Désarmons la terre », dans laquelle il clame, je cite, « le devoir de désarmer les mots pour désarmer les esprits. Il y a un grand besoin de réflexion », appuie-t-il. Comment comprendre ces mots ? On voit bien que le pape cherche à créer et à conduire des conditions de paix. C'est sûr que l'escalade verbale ne permet pas non plus, conduit en général à d'autres escalades. Donc c'est ça dont il veut souligner le danger. La difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est finalement
l'absence de possibilité de dialogue avec la Russie. Alors peut-être que ça va bouger un jour, peut-être que aussi, je ne sais pas moi, des pressions américaines peuvent permettre à la Russie de bouger sur ces questions-là, mais jusqu'alors, on ne l'a pas vu. Hein. Et donc là-dessus, ben, même si on peut donner des gages de bonne volonté, même si on peut se dire que ben, on peut comprendre aussi le besoin de la Russie d'être sécurisée dans ses propres frontières, même si on peut comprendre que la Russie ne souhaite pas non plus qu'il y ait un bloc hostile qui se présente face à elle. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut, pour pouvoir négocier, il faut être deux, et pour l'instant, ben, malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Vous citiez Saint Jean-Paul II, pas de paix sans justice. On peut dire aussi qui veut la paix prépare la guerre. C'est un adage qu'on peut entendre. Que répondre à cette phrase? Alors bon, ça dépend ce qu'on veut dire par prépare la guerre. Vous savez que dans les grandes traditions de ce qu'on a appelé la guerre juste, c'est pas la guerre qui est juste en elle-même, mais c'est de dire que quand on est acculé dans un conflit armé, il y a aussi des conditions à respecter d'humanité dans l'exercice même de la guerre. Par exemple, ne pas bombarder des populations civiles distinctement, etc., des choses comme ça. Et puis sur les conditions même de déclenchement d'un conflit, en rappelant qu'une guerre ne peut être légitime que si elle est défensive et non pas pour attaquer ou pour obtenir un territoire plus grand ou un certain nombre de conditions de ce type-là. Il y a une proportionnalité finalement des moyens qui sont mis en œuvre, en rappelant que ben, le recours à la force armée, quelque part, est toujours un échec du dialogue, de la diplomatie, de l'échange, d'essayer de trouver des solutions raisonnables. Mais ce qui est vrai, c'est que la force armée peut être aussi un élément dissuasif important qui peut aussi permettre d'éviter de rentrer dans un conflit armé. Une dernière question rapidement, monseigneur Antoine Héroard. Nous sommes en période de carême, dans une année jubilaire marquée par l'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste encore de l'espérance. Mais ici, de l'espoir, est-ce qu'il en reste? Quelle lueur d'espoir voyez-vous dans la situation que l'on traverse en ce moment? Alors, je pense qu'il faut toujours penser qu'il y a aussi la conscience hein, des personnes en responsabilité, de ceux qui ont à prendre des décisions, et qu'il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer. C'est vrai du côté des États-Unis, et on le voit quelquefois. Vous le Voilà. disiez, oui. Et ça peut l'être aussi, même si pour l'instant on n'en a pas de signe, du côté de la Russie. Et par contre, sur la question de l'espérance, et ceci nous a été aussi très fortement redit par le cardinal Parolin, bien, l'Église et les chrétiens ont apporté cette espérance, et à dire aussi que cette situation très difficile, dramatique à bien des égards et qui cause tant de souffrance, doit pouvoir être portée dans la prière et l'espérance des chrétiens, pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir, dans nos possibilités, pour que le conflit armé général soit évité. Merci, monseigneur Antoine Héroard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission des épiscopats et de l'Union européenne. Bonne semaine à Lourdes. Merci, bonne journée.